Alors là, je crois qu'on va cette fois-ci pouvoir le faire notre direct. On me signale des problèmes de connexion ce soir. Je ne sais pas à quoi cela est dû, certainement à une Wi-Fi défaillante. Alors, comment allez-vous, les chers amis, vous qui vous connectez à l'instant? Je vois qu'on est encore un petit nombre embryonnaire qui participe. J'aperçois Fabrice qui se connecte à notre direct. Bonsoir Fabrice. Est-ce que tout va bien, mon cher Fabrice? On va être un certain nombre et puis on va lancer notre direct. Parce que le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, ce n'est pas de faire 30 minutes d'exposé pour devoir revenir expliquer des choses qui ont déjà été dites, sous prétexte qu'il y a des gens qui agrègent notre flux et qui ont raté certains épisodes. Voilà, donc on va continuer à partager notre direct. Et puis, nous allons parler ce soir de ces différentes situations qui animent la vie en Afrique, au Cameroun, notre pays, cette actualité récente qui interpelle grandement. Hein. Nous apprenons que des candidats sont disqualifiés aux prochaines élections sous prétexte que, alors, ils ont la double nationalité. Donc, on va parler de tout ça, aller au fond des choses, parce qu'il faut questionner le fond des choses quand les situations sont comme ça. Il faut se demander qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont frappées d'incohérence. Nous avons un soutien d'un parti politique, en l'occurrence celui au pouvoir, qui a été un soutien, qui a voté pour ce parti à l'occasion des présidentielles dernières, qui était quasiment l'un des porte-paroles, puisqu'écumant les plateaux de radio et de télévision pour parler au nom de ce parti. Et là, nous apprenons, patatras, qu'en réalité, il n'a pas le droit de faire sa politique au Cameroun, parce qu'il n'aurait pas que la nationalité camerounaise, il aurait contracté une autre nationalité qui le disqualifie donc de certains de ses droits. Alors, on est bien en droit de se poser la question de savoir, quand c'est comme ça, on fait comment? Parce que de manière générale, il y a un gros problème qui se pose. Il y a un gros problème qui peut d'ailleurs mettre sur la table la question de la validité de l'élection présidentielle de 2018. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous découvrons que nous avons des citoyens qui ont été des grands animateurs de la scène politique camerounaise, en arborant les couleurs de la majorité au pouvoir, qui hier ont voté dans le cadre de cette présidentielle avec le statut de citoyen français, et donc leur vote n'a pas posé de problème, qu'aujourd'hui, qui veulent brûler les suffrages, qu'on nous dise qu'ils sont disqualifiés parce qu'ils ont une autre nationalité, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir, commencer à se poser des questions? Oui. Alors, il y a Gloria qui nous retrouve. Il y a Marlène aussi qui est là. Bonsoir Marlène. J'espère que tu vas bien. Il y a Joss Lapey qui nous retrouve. Également, à l'instant, Sandrine Yomo. Bonsoir Sandrine. Vous êtes une nouvelle venue. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Donc, on va attendre d'être un certain nombre et ensuite, on pourra lancer allez, notre exposé sur les différentes situations. Nous avons appris ce soir que l'avion de Guillaume Soro n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire parce que là-bas, la majorité au pouvoir a interdit l'atterrissage de cet avion qui finalement s'est posé dans un aéroport voisin, en l'occurrence celui d'Accra au Ghana. Alors, quelle leçon peut-on tirer de tout ça? Parce qu'on a comme l'impression que l'Afrique gagne en année, mais pas forcément en maturité. C'est mon avis. Parce que si on est dans le jeu démocratique, ça veut dire que tout le monde a le droit de dire je veux avoir une ambition politique, je veux devenir président de la République. Je crois que c'est une ambition qui a été exprimée récemment par M. Soro. Et ben je me dis que si on est réellement dans un système démocratique, on devrait laisser
les électeurs sanctionnés décider qui est digne de leur confiance ou pas. À partir du moment où on est sur des schémas qui ressemblent fortement à l'arbitraire, euh, la mauvaise nouvelle que cela annonce, c'est qu'on peut rentrer encore dans d'autres schémas d'instabilité, ce qui n'est pas du tout bien pour la construction de l'Afrique que nous souhaitons. Alors, donc, vous allez partager encore un tout petit peu ce direct afin que nous soyons un petit nombre minimal pour commencer à échanger. J'espère que vous allez bien, cher ami, vous qui êtes avec nous là, ça va? Bon, moi je vais bien. Jusqu'ici, on a eu un week-end très, très, très mouvementé. On a dû accueillir les membres, la task force restreinte du mouvement progressiste 3 qui s'est déplacé de tous les coins d'Europe. Ils sont venus d'Irlande, d'Allemagne, d'Angleterre, de Limoges, d'un peu partout pour répondre présent à nos assises qui se sont tenues de manière restreinte ce week-end du côté de Paris. Voilà. Alors, il y a Blaguette qui nous retrouve aussi. Bonsoir Blaguette. J'espère que vous allez bien. Donc, on va attendre d'être un certain nombre pour commencer notre échange. D'accord? Ça me réjouit de voir Madame Ongola connectée. Ça veut dire qu'elle a pu retrouver sa famille. Et si ce n'est fait, elle va pas tarder à retrouver sa famille, puisqu'elle a dû faire le déplacement de Paris pour participer à ces rencontres conviviales. C'est comme ça qu'on appelait ça, parce qu'il a fallu qu'on aille rencontrer nos frères migrants, ces enfants d'Afrique, que notre irresponsabilité, nous les responsables, nous les aînés, a conduit sur les chemins de l'exil, a conduit sur les sentiers incertains de la migration. Vous voyez, ces gens qui quittent le Cameroun, qui prennent la voie du désert, dans un premier temps, jusqu'au Mali, qui remontent jusqu'à l'Algérie ou au Maroc pour certains, et qui finalement se mettent en tête de traverser la Méditerranée avec tous les dangers que cela comporte. La plupart, ça on peut le dire sans risque de se tromper, la plupart n'ont jamais nagé, ne serait-ce que dans une piscine. Donc, pour le premier baptême de feu, ils doivent affronter une étendue d'eau qui ne fait malheureusement aucun cadeau. Combien de nos enfants sont morts dans cette Méditerranée? On n'a jamais pu faire leur deuil. Donc, leur âme est en errance du côté de la Méditerranée et ça n'a pas l'air de beaucoup alarmer les politiques africains que nous sommes, les aînés africains, les autorités morales africaines. Nous n'entendons personne siffler la fin du bal, dire qu'on ne peut pas se résoudre à offrir ça comme avenir à notre jeunesse. Voilà. Donc, mes chers amis, bonsoir à nouveau. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un certain nombre de sujets. Bonsoir, Vivi. Bonsoir, cher Koné. Ça fait du bien de vous avoir là, vous qui êtes un élu de la République de Côte d'Ivoire, puisque de toutes les façons, les sujets en rapport avec l'immigration, l'immigration clandestine, sont des sujets que connaissent la Côte d'Ivoire. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui légifère de manière régulière quand on évoque ces différentes questions, puisque vous êtes député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alors, je voulais dire, pour commencer, que ce week-end, on s'est retrouvés tous du côté de la porte d'Aubervilliers. C'est ici à Paris. Le but du jeu, en se rencontrant à Aubervilliers, à la porte d'Aubervilliers, c'était de partager un repas avec nos frères migrants. Et c'est quoi les migrants? C'est nos frères qui ont choisi, compte tenu de la rudesse de la ville, la dureté de la vie en Afrique, de prendre des risques, affronter le désert, ensuite les mers, pour se retrouver en Europe, parce qu'il y avait la promesse d'un Eldorado. Sauf que la réalité, elle est différente.
quand vous avez bravé, pour ceux qui réussissent à le faire, tous ces obstacles, et bien vous arrivez en Europe et vous vous rendez compte que votre parcours du combattant ne fait que commencer, avec de fortes chances de finir clochard toute sa vie. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe, quand vous n'avez pas de papier administratif, eh bien vous êtes comme quelqu'un qui n'existe pas. Et donc nos frères se retrouvent là. La plupart sont parqués dans des camps de fortune. Vous verrez les images très bientôt. Les montages sont en train d'être faits. Des camps de fortune, alors qu'il fait en ce moment à peu près moins 10 degrés hein, pour certains soirs. Et donc, moins 10 degrés, c'est un peu la température d'un congélateur. Vous imaginez des êtres humains dormant avec la température de congélateur. C'est quand même assez fort, ça. Et donc, ils doivent braver ce froid. Sauf que comme c'est inhumain, à un moment donné, ils sont obligés de faire quoi? Eh bien, ils sont obligés de trouver des moyens de résistance, de substitution. L'un de ces moyens, c'est que certains deviennent des drogués. Des gens qui n'avaient jamais touché à la drogue quand ils vivaient en Afrique se retrouvent très vite en Europe, drogués, dépendants aux substances, à ces substances-là. D'autres sombrent dans l'alcool, l'alcoolisme. Et donc, adieu les rêves d'Eldorado. Parce que ce n'est pas un drogué qui réussira son intégration en Europe. Ce n'est pas un alcoolique qui réussira son intégration en Europe. La plupart ont parfois mobilisé le patrimoine familial, c'est-à-dire la mère, le père, toute la famille s'est cotisée, chacun a pris son bas de laine pour financer ces voyages-là, en espérant bien entendu un retour sur investissement. Alors, en guise de retour sur investissement, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on a, c'est ce que je viens de vous décrire. Des jeunes qui arrivent ici, ils étaient normaux quand ils partaient d'Afrique, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, et qui deviennent ici des personnes déséquilibrées mentales, parce qu'elles affrontent d'abord la violence de la société, l'indifférence de la société ici, mais en plus de ça, tout ce que je vous ai cité comme substances licites qui les écartent d'office d'entrée de jeu dans tous les schémas qui peuvent mener à l'intégration. Alors, comment nous pouvons continuer à regarder ça sans rien dire? Comment les politiques africains peuvent-ils dormir, avoir le sommeil tranquille avec cette jeunesse qui vit aujourd'hui ces situations-là? Il faut savoir une chose. Moi, je veux qu'on parle de chiffres pour ceux qui aiment les chiffres et encore plus leur symbolique. L'Afrique, c'est bientôt 1 milliard d'individus. Les chiffres que nous avons en Afrique subsaharienne nous annoncent des taux de chômage moyens dans tous les pays, les 14 pays, je ne sais plus, 14 ou 12, en tout cas qui en partagent le franc CFA, on est sur des taux de chômage moyens de 60% de la population active. Vous vous rendez compte? 60% de la population d'un pays qui est écartée des chemins du travail, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas d'avenir, qui ne peuvent pas envisager de faire une famille. C'est une grosse bombe à retardement. Donc, on revient sur les chiffres. On nous annonce 1 milliard d'Africains, avec 60% de personnes, 60% de ces 1 milliard sont des jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur 1 milliard, ça fait 600 millions. 600 millions de jeunes qui sont écartés aujourd'hui des schémas de travail, qui sont dans le chômage, qui sont tous frappés d'oisiveté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir qu'on est en train de préparer pour ces enfants, c'est l'avenir que nous avons vu ce week-end du côté de la porte de Bervilliers. Faire tous des chanvristes, faire d'eux des alcooliques. Est-ce que c'est ça le projet que nous avons pour notre jeunesse africaine? Ça ne peut pas être ça le projet que nous avons pour notre jeunesse africaine. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait lancer un appel à tous les politiques africains, européens, parce que c'est un problème que nous devons envisager en termes de solutionnement aujourd'hui de manière conjointe. Il faut une coopération pour régler la question de l'immigration définitivement. Parce qu'il n'y aura pas de paix en Afrique, il n'y aura non plus de paix en Europe si nous continuons à voir ces choses-là qui ne sont réglées et qui ne préoccupent personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 600 millions de gens, bientôt en Afrique, qui seront tous aux abois. Pas de travail, pas de famille, rien, aucune projection
de bonheur, aucun univers de projection de bonheur, du bien-être, du bien-vivre. Qu'est-ce que ça nous donne dans notre société? Donc, nous, on a tenu, en tant que mouvement politique, le MP3, à faire ce déplacement pour témoigner notre solidarité à ces fils d'Afrique dont ce n'est pas la faute, la situation qu'ils vivent. La faute, elle est à nous les responsables, à nous les aînés, qui avons raté dans notre mission éducative, qui avons raté dans cette mission qui consiste à offrir à chaque citoyen la possibilité d'un rêve, et un rêve différent de celui de prendre les chemins de l'exil. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Nous, on a pensé que la réponse immédiate à ce problème est dans l'industrialisation de l'Afrique, parce que l'industrialisation est la réponse idoine pour répondre au chômage de masse. Si nous avons des millions de gens qui attendent d'avoir un emploi, eh bien, on ne va pas régler le problème d'emploi de ces millions de gens en créant des petites épiceries. Il faut créer des usines, il faut construire des industries, parce qu'elles seules ont une capacité d'embaucher à une certaine échelle, du moins des masses de gens. Comment on arrive à l'industrialisation? Il y a beaucoup de préalables. C'est important qu'on en parle. Vous allez voir des gens, vous leur dire, bon, venez avec nous en Afrique, venez investir. La première chose qu'ils vous disent, oui, moi, si je veux mettre une usine, il me faut suffisamment d'énergie. Or, aujourd'hui, dans quasiment tous les pays africains, du moins de ce précaré francophone, vous avez des problèmes de délestage. Donc, il y a un rationnement de l'électricité. C'est quelque chose qui n'est pas très attractif pour les gens qui veulent venir mettre en place des industries. Les industries tournent avec de l'énergie lourde, donc il faut de l'énergie en permanence. Bref, il faut de l'autonomie énergétique. Donc, la première question qu'il vous pose, c'est celle-là. Si je viens avec mon usine en Afrique, est-ce qu'il y a suffisamment d'énergie électrique pour que mes usines puissent tourner? Vous ne savez pas répondre à cette question au regard de notre réalité. Deuxième question, ils vont vous dire, implanter une usine, ça a un coût. Ce coût, nous ne pouvons le rentabiliser que sur le long terme. Et qui dit long terme, dit qu'on ait une visibilité sur le long terme. Est-ce que nous avons cette visibilité? On prend le cas du Cameroun. C'est l'instabilité à l'ouest, au nord et au sud-ouest, au nord du Cameroun, avec Boko Haram. Ça, ce n'est pas de nature à rassurer quelqu'un qui doit venir investir des millions de francs qu'il ne peut récupérer qu'à une certaine échéance. Donc, ça ne peut pas être tout de suite. C'est 25 ans, donc il faut bien qu'il voit à horizon 25 ans des schémas qui lui permettent de croire que son investissement, il ne court pas le risque de faire un investissement qui sera raté. Donc, on a deux questions. La première, l'autonomie énergétique. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'énergie électrique pour faire tourner les usines? La deuxième, celle de la sécurité, pour sécuriser justement l'investissement. Est-ce qu'on ne va pas mettre de l'argent? Demain va éclater une guerre, et quand cette guerre éclate, eh bien, il n'y a plus d'activité, mais entre-temps, on a déjà immobilisé énormément de l'argent sur place, qu'on ne peut pas rentabiliser. Donc voilà les problématiques. Il y a une troisième problématique qui est souvent posée. OK, on va finir avec des usines. Nous, il nous faut une ressource humaine. On ne va pas exporter notre savoir-faire et exporter également la ressource humaine. La ressource humaine, ce serait mieux qu'on la trouve quand même localement. Ça permet de rendre raisonnables les coûts de production. Alors, cette ressource humaine non plus, nous ne l'avons pas. Parce que nous avons une jeunesse qui a été laissée sur le bord du chemin. Elle n'a pas été formée aux métiers d'avenir et même aux métiers actuels. Donc, ça pose quoi? Plusieurs problèmes. Si on veut régler le problème du chômage, il va falloir qu'on industrialise, mais pour qu'on industrialise, il faut qu'on ait de l'autonomie énergétique, il faut qu'on ait de la sécurité qui garantisse des investissements sur le long terme, il faut qu'on ait de la ressource humaine, donc des gens formés pour pouvoir profiter de ce gisement d'opportunités en termes de catalogue emploi. Vous voyez un tout petit peu comment tout est lié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on sorte surtout du constat. Parce que ce qu'on a fait ces 40 dernières années au Cameroun, que je connais bien, et dans d'autres pays africains que j'ai pu visiter, c'est qu'on a passé le temps à dénoncer, à dire les choses ne vont pas bien, tel qui est au pouvoir est incompétent, mais est-ce que ça nous a fait avancer?
Moi, je crois que non. On n'a pas du tout avancé. Donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une nouvelle classe politique composée de leaders qui sont des gens qui ont des solutions à offrir à l'Afrique et plus des gens qui blablatent inutilement. Nous, on pense, pour régler cette question de l'industrialisation, que premièrement, nous devons régler la question de la sécurité sociale. Comment? Si nous avons des gens qui ne peuvent pas se soigner, qui peuvent mourir sur un simple mal de tête parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont aucune ressource pour se faire soigner dans des hôpitaux. Si nous avons des gens qui n'ont pas de minima sociaux, donc qui n'ont pas de dignité humaine, qu'on peut acheter pour un bout de steak, ben ce que ça va nous donner, c'est quoi? C'est qu'il y aura toujours des Boko Haram. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui vient leur dire, ben non, tu n'as rien, tu es laissé pour compte par cet État, viens, moi je vais te donner de quoi nourrir ta famille tous les mois et rejoins les troupes de notre mouvement terroriste. Et donc, on est sur la perpétuation des schémas terroristes. C'est-à-dire que tant qu'on a une population que nous avons laissée dans l'indigence complète, ben, il n'y a aucune chance qu'on soit sur des schémas de stabilité. Donc, on doit commencer ce problème à la base. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, c'est possible de le faire. Pourquoi? Parce que le problème que nous avons au Cameroun aujourd'hui n'est pas celui de la rareté des ressources. Le problème qu'on a au Cameroun aujourd'hui, c'est celui du partage des ressources. C'est-à-dire que vous avez une petite minorité de gens qui ont privatisé l'ensemble de la fortune publique et s'ils avaient eu une autre approche en termes de partage de cette fortune publique, eh bien, il y aurait beaucoup de problèmes qu'on n'a pas. On est capable aujourd'hui au Cameroun, avec le potentiel que nous avons, avec les ressources que nous avons, de garantir à chaque Camerounais, même celui qui n'a pas d'activité professionnelle, d'avoir un minimum mensuel, tous les mois, qui lui permet de ne pas pouvoir mendier pour avoir son savon, qui lui permet de pouvoir envoyer son enfant à l'école, même si ce n'est pas forcément des grandes écoles, mais l'école de la République, qui lui permet de pouvoir se soigner. S'il est malade, qui lui permet de pouvoir manger. Nous avons la possibilité de le faire en repartissant notre richesse différemment. Et c'est un préalable de le faire. Parce que si on ne l'a pas fait, on n'a jamais de stabilité. Regardez quels sont les profils de Camerounais aujourd'hui qui sont au front au nord, sud-ouest du Cameroun, Boko Haram. Vous allez voir que beaucoup des jeunes qui ont réussi à enrôler dans ces bandes armées, c'est des jeunes qui sont désœuvrés. C'est des jeunes qui n'ont rien, qui sont indigents. Et donc, il est facile de leur vendre n'importe quel rêve, ils achètent tout de suite. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on commence par la sécurité sociale, qui garantit, comme je vous l'ai dit, à chaque citoyen de pouvoir avoir le minimum vital, du moins le minimum qui garantisse la dignité humaine. Quand on a réglé ce problème, ça veut dire que chaque citoyen peut se soigner s'il est malade, alors là, on a déjà un peuple de gens valides. Ce n'est que des gens valides qu'on peut considérer comme de la ressource humaine, qu'on peut considérer comme des profils utiles, par exemple, si on décide de généraliser les formations. Parce que si on ramène toutes les industries du monde au Cameroun, aujourd'hui, à l'état actuel, ce qui risque de se passer, c'est que les gens s'étonnent que ça ne profite pas aux Camerounais. Parce que ces industries viendront, mais les postes que offriront ces industries vont bénéficier à des étrangers parce que sur place, nous n'avons pas les gens formés. Or, pour qu'on ait des gens formés, il faut qu'on ait des gens en santé. Donc, on règle la question de la sécurité sociale. Quand on a réglé la question de la sécurité sociale, on peut s'attaquer à la question de la formation. Mais ce qui ressort de manière globale, c'est que tout ça va nécessiter beaucoup d'argent d'un coup. Parce que malheureusement, notre problème est global. Et comme notre problème est global, pour le régler, il faut une approche de solution globale. Où est-ce qu'on va prendre tout cet argent d'un coup? Nous, on a pensé une chose simple, c'est de recourir à un vaste emprunt, une espèce de plan Marshall pour le Cameroun sur les marchés financiers internationaux. Nous connaissons des gens aujourd'hui qui sont prêts à mettre des milliards de dollars sur le Cameroun à partir du moment où ils ont la garantie qu'il y a de la bonne gouvernance, ils ont la garantie que cet argent ne servira pas à enrichir davantage la petite minorité qui a confisqué la fortune publique au Cameroun. Donc, nous on veut recourir à un emprunt de 20 000 milliards de francs CFA qui va permettre de faire quoi? Qui va permettre de construire les infrastructures prioritaires. 5 grandes autoroutes pour désengorger le Cameroun. Une du Cameroun au Tchad, une du Cameroun au Nigeria, une autre du Cameroun à la Centrafrique, une
une troisième du Cameroun à la Guinée équatoriale et le Gabon, enfin une qui aille du Cameroun au Congo-Brazzaville. Pourquoi c'est important de le faire? Vous allez comprendre pourquoi construire un tel réseau routier va générer forcément un effet multiplicateur. Parce que la chance que nous avons au Cameroun aujourd'hui, c'est que nous sommes un bassin de production. Allez dans la Léquier, dans la zone de Bala et Voudoula, vous allez voir le niveau de gens qui travaillent pour nous générer, de faire sortir de la terre des produits bio. Allez dans la région de l'Ouest, vous allez dans le Noun, à Foumbot, vous voyez des tomates que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans notre précaré de la CEMAC. Vous allez en Bouddha, vous allez voir des avocats qui ont une telle saveur, une telle onctuosité qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Toutes ces zones-là produisent au Cameroun. Mais on n'a pas optimisé sur les rendements parce qu'elles produisent, mais les gens qui produisent n'ont pas la capacité d'écouler leurs produits vers les marchés de consommation. Les marchés de consommation, c'est lesquels? Pour nous, le Tchad, zone de type sahélien, n'a pas vocation à produire des aliments qu'on retrouve, des produits qu'on retrouve au Cameroun. Mais le Tchad a vocation à consommer des produits qui viennent du Cameroun. C'est un gros marché. Le Nigeria, 200 millions d'habitants, gros mangeur de héros, l'ambiaré, le coq, comme on dit chez nous. Vous imaginez, vous avez 200 millions de personnes qui sont à moins de 400 km de nos frontières, là, qui sont des grands consommateurs de coq, et nous avons le coq qui pousse de manière sauvage. Mais la seule chose qui nous éloigne de ce marché, c'est qu'il n'y a pas de voie d'accès. Donc, si on a fait ça, si on a construit ces routes-là, ce que ça va créer déjà, c'est que ça va dynamiser l'économie. Quelqu'un qui utilisait 2 ouvriers dans ses champs, au village, parce que la production abondante qui pourrit la plupart du temps, parce qu'il n'y a pas de voie d'écoulement, eh bien aujourd'hui va rencontrer un gros marché. Donc ils sont obligés de doper le parc d'employés. Et quand on dope le parc d'employés, ça profite à qui? Ça dynamise l'économie. Ça donne du pouvoir d'achat à des gens qui n'en avaient pas. Si ces gens ont du pouvoir d'achat, ils peuvent consommer. S'il y a de la consommation, il y a de la croissance. On crée de la richesse pour l'ensemble du pays. Donc, vous voyez un peu comment les choses sont liées. Si on veut faire ces autoroutes prioritaires, ce n'est pas un emprunt inutile, ce n'est pas un emprunt irraisonnable. C'est un emprunt qui va générer tout de suite de la richesse et c'est une richesse qui va nous permettre de pouvoir faire des investissements dans d'autres domaines. Donc, on veut faire avec ces 20 000 milliards, réaliser ces 5 autoroutes qui désengorgent le Cameroun, qui ouvrent le Cameroun vers tous les pays de son précaré de la zone CEMAC. C'est un gros marché, nous produisons, c'est une chance. Il faut maintenant écouler nos produits pour que ça génère davantage de valeur ajoutée et d'argent. Alors, quand on a fait ça, il y a aussi matière à financer la formation, de se dire, bon, nous voulons que les industries viennent sur le Cameroun, mais il faut qu'on règle les préalables. Ces industries ne doivent pas nous dire, oui, mais on va venir chez vous, il n'y a pas la paix. Nous avons réglé la question de la paix en mettant en place la sécurité sociale qui coupe les nôtres de ces phénomènes, de ces hordes de voyous qui viennent les séduire parce qu'ils sont dans le dénuement total. Nous avons réglé la question des voies d'écoulement, des routes. Maintenant, il y a une autre question que nous devons régler. Nous avons réglé la question de la sécurité sociale, c'est-à-dire que l'assurance maladie, nous avons des gens valides. Donc ces gens, maintenant, on peut les former. On peut les former pour qu'ils puissent, eux, prétendre à ces emplois nouveaux que les industries vont amener. Ça fait que nous avons rempli tous les préalables avec les industries. Il y a un dernier préalable maintenant, c'est que dans les 20 000 milliards, nous allons prendre une part de cette somme pour construire des solutions énergétiques diversifiées. C'est quoi les solutions énergétiques diversifiées? Les solutions énergétiques diversifiées, c'est de dire que c'était une erreur d'aller construire un barrage hydroélectrique à lac d'eau dans le nord du Cameroun, dans une zone où il pleut 2 mois sur 12. Alors qu'il y fait 12 mois sur 12, il y a un soleil qui nous permettrait de mettre en place une solution énergétique basée sur le solaire. Donc, sur la région du Nord, imaginez une solution énergétique qui soit articulée autour du solaire. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand il y a une de nos centrales qui est touchée, eh bien, tout le pays est plongé dans le noir parce qu'on a centralisé la solution énergétique. Et c'était une erreur. Il faut aujourd'hui délocaliser ou plutôt localiser les solutions. Une ville comme Balmayo qui a le Nion, un bon fleuve,
qui le traverse, qui traverse toute la région du Nioro, mais c'est une région qui a vocation à avoir une solution énergétique autour de l'eau, donc hydraulique. Si vous allez à Kribi, on peut faire tourner les éoliennes à Kribi avec le vent de la mer, avec les courants marins. Vous vous rendez compte? Donc, on n'est pas obligé à Kribi d'amener une solution énergétique autour de l'hydroélectrique si la ville a d'autres potentialités. Ça, c'est un peu la vision globale que nous avons. Donc, quand nous avons réglé tous ces problèmes, financés avec quoi? Financés avec l'argent pris par les emprunts, eh bien, nous rendrons notre place attractive. On peut faire venir des investisseurs parce qu'ils vont trouver des Camerounais qui sont en santé et des Camerounais qui sont disponibles à être formés. Ces derniers vont être formés à ces métiers d'avenir. À partir du moment où ils sont formés à ce métier d'avenir, ils peuvent pouvoir à tout le gisement d'opportunités que va offrir l'implantation d'industrie dans notre pays. Et voilà comment nous prenons de l'avance sur tous les autres. Parce qu'il y a une réflexion globale pour apporter une solution globale aux problèmes globaux que nous connaissons aujourd'hui. Alors, il y a autre chose dont je voulais qu'on parle, c'est se dire qu'il y a une rengaine actuelle au Cameroun qui fait que tous ceux qui parlent idées, tous ceux qui parlent solutions sont systématiquement attaqués par des relais de la majorité en place. Le truc, c'est de dire, dès que vous donnez la moindre idée innovante, de dire oui, mais vous faites rêver les gens, arrêtez de faire rêver. Mais on ne fait rêver personne. Nous n'inventons pas l'eau chaude ou le fil à couper le beurre. Nous disons des choses qui sont appliquées ailleurs, qu'il ne faudra que dupliquer dans notre pays, le Cameroun. Parce que quand on dit, par exemple, pour régler la question de l'éducation de la formation, qu'il va falloir qu'on mette 40% de notre budget national au financement de l'éducation et de la formation. Mais d'autres pays l'ont fait. Je prends le cas du Sénégal, sous Wade. Pendant 2 mandats, le président Wade a consacré 40% du budget national du Sénégal à l'éducation. Quelle a été la conséquence? La conséquence a été directe. 100% d'étudiants, 100% des lycéens étaient boursiers. Même les étrangers qui allaient étudier au Sénégal. Vous vous rendez compte? Ce que ça a généré, c'est qu'en 2 générations, le Sénégal n'a jamais autant produit des cadres supérieurs, des ingénieurs, des ouvriers, des techniciens qualifiés. Juste pour que vous ayez une petite idée. On va parler de chiffres. Quand le président Wade arrive au pouvoir au Sénégal en 2000, il y avait 18 lycées dans tout le pays. En 10 ans de gouvernance, il en a construit 36. Donc, il y avait 18 lycées depuis l'indépendance du Sénégal en 1960 jusqu'aux années 2000, quand Wade est arrivé au pouvoir. Et lui, en 10 ans, en a construit 36. C'est à ça qu'a servi les 40% dévolus à l'éducation. Nous, on se dit qu'aujourd'hui, ce qu'il faut en réalité, c'est des formations qualifiantes. Il nous faut donc créer, réinventer notre système académique autour de quoi? Autour des lycées techniques professionnels. Nous n'en avons pas dans notre pays. Les lycées techniques professionnels forment les gens aux métiers pratiques, aux métiers concrets. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est on va prendre 320 milliards d'un exercice budgétaire qui vont être consacrés à la création de 40 lycées techniques professionnels dans tout l'étendue du territoire camerounais. On a compté 4 lycées techniques professionnels par région. Nous avons 10 régions, ça fait 40. Donc ça va être financé à hauteur de 320 milliards sur budget de l'État. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire qu'on va investir 8 milliards par lycée. Nous allons faire ça. Pourquoi? Nous allons faire ça parce que, avec ces lycées techniques professionnels, nous aurons la possibilité de mettre en convergence les opportunités d'emploi d'aujourd'hui et de demain avec les formations que ces jeunes vont avoir. On a poussé le vice un peu plus loin. L'idée pour nous, c'est de dire, on va convaincre Mercedes en Allemagne de délocaliser sa branche, allez, on va dire dessinateur industriel sur le Cameroun chez nous. Quand Mercedes vient, eh bien, on fait passer une joint venture entre Mercedes et un lycée technique professionnel local, donc, qui va financer, donc Mercedes sponsorise le module de formation des dessinateurs industriels. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que ces jeunes qui sont dans ces lycées vont être formés déjà, même à la culture d'entreprise, de l'entreprise qui sponsorise le module, de telle sorte qu'à la fin de leur formation, eh bien, ils vont sortir du lycée pour entrer dans l'entreprise
qui a été sponsor de ces modules-là. Vous voyez, on est dans quelque chose de très efficace, on est dans quelque chose qui nous permet de régler les problèmes en masse. Parce qu'on s'est trompé à plusieurs niveaux. Et ce n'est de la faute de personne. Nous, notre façon de faire les choses, ce n'est pas d'indexer certains, de dire que c'est eux tous les malheurs de notre pays. Non. Nous sommes aujourd'hui responsables collectivement de ce qui arrive à notre pays, chacun à son niveau. Que pensez-vous que peut faire ou que pouvaient faire? Nous n'avons que 60 ans d'existence, nos États. Ça veut dire que les gens qui gèrent aujourd'hui, leurs parents ont rencontré les Blancs pendant que les parents venaient des fins fonds de Cambrousse. Ils avaient des gens qui avaient des siècles et des siècles de civilisation aboutie. Est-ce que vous pensiez qu'on était, en termes sur les termes d'échange, on était sur la même longueur d'onde? Pas du tout. Donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de faire preuve de bienveillance, de considérer que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Oui, moi je pense qu'il faut penser comme ça. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ce n'est peut-être pas glorieux, mais il ne sert à rien de le ressasser. L'important aujourd'hui, c'est de regarder vers l'avenir. C'est pour ça que nous on parle du Cameroun d'après. C'est un slogan que nous avons lancé, le Cameroun, coaliser les intelligences, les talents camerounais pour le Cameroun d'après. Parce que ce que nous devons éviter aujourd'hui, c'est que le Cameroun d'après soit une continuité du Cameroun actuel. Il faut donc pour ça lancer un regroupement des forces, peu importe leurs accointances partisanes, peu importe leurs convictions idéologiques, mettre tous ces gens autour d'un pacte refondateur qui va permettre de créer des solutions pour les générations à venir. C'est très important. Parce que le Cameroun, cette terre-là n'est pas notre propriété. Nous ne l'avons pas héritée de nos parents. Nous l'avons gardée pour nos enfants. Nos parents nous l'ont donnée pour qu'on la garde pour nos enfants. Ça, c'est la vision qui est la nôtre. Donc, par exemple, sur l'éducation, on est dans quelque chose de très concret. Mais maintenant, ces gens qui vont sortir de ces écoles, de ces lycées techniques professionnels, qui vont intégrer immédiatement les industries qui seront disponibles localement, ces jeunes-là, ils ne vont pas vivre comme les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes du Cameroun d'aujourd'hui. Il va bien falloir qu'on ressente de la modernité, une valeur ajoutée, quelque chose de supplémentaire qui s'est produit dans leur vie. Donc, ils n'ont pas vocation à devenir des locataires à vie, comme ça se passe aujourd'hui. Vous avez des gens qui travaillent toute une carrière, qui n'ont pas de quoi acquérir, faire une acquisition immobilière, et donc ils sont locataires, et en fin de carrière, ils se retrouvent retraités. S'ils sont pauvres, ils n'ont pas de maison. Donc, on n'a pas combattu la pauvreté. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est que ces jeunes formés qui vont rentrer dans le monde du travail, qui vont devenir de jeunes salariés, on veut faire d'eux des gens qui aient accès immédiatement à la propriété. Donc, pour ça, on a un dispositif que nous appelons de LocaPro, de locataire à propriétaire. C'est un projet de loi qu'on fera passer immédiatement quand on arrivera aux affaires. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, OK, nous n'avons pas les flux nécessaires au niveau étatique pour financer l'émergence de villes nouvelles, pour financer de nouveaux logements et compagnie. Donc, on va s'adosser sur les partenaires internationaux ou locaux qui ont la capacité de nous amener l'expertise, des partenaires immobiliers, l'expertise nous amène des financements pour faire émerger des projets de villes nouvelles intégrées. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'un partenaire international qui vient au Cameroun et qui vient avec les financements, avec le savoir-faire pour nous construire ces villes nouvelles, donc l'habitat est compris dedans. De toutes les façons, on va construire ces nouvelles villes autour de la fonction de travail. Donc, il faudra toujours qu'il y ait une activité autour qui va justifier qu'il y ait de la vie qui se crée. Donc, l'idée, c'est quoi? Quand ces gens viennent, nous, en tant qu'État, nous leur accordons, en intelligence avec les collectivités locales décentralisées, un accès privilégié au foncier. Donc, ils ne payent pas, par exemple, les terrains. On leur accorde une batterie d'exonération sur les produits. Ça réduit le coût de production. Mais en réduisant le coût de production, il y a bien entendu une conditionnalité. La conditionnalité, c'est que nous, en tant qu'État, qu'on puisse plafonner le coût de ces maisons. Nous, on a pensé aujourd'hui, pour une maison de 100 mètres carrés, à 12 millions de francs CFA. Ça fait quoi? Ça fait que le jeune qui paye aujourd'hui 50 000 francs de loyer tous les mois, eh bien, ce jeune payera les 50 000, mais plus comme loyer, c'est 50 000 qui seront une avance, une traite pour qu'au bout de 20 ans, qu'il soit propriétaire de son loyer. Donc, il ne va plus payer 50 000 à un bailleur, il va payer 50 000 sa maison.
jusqu'à ce qu'au bout de 20 ans, qu'il devienne propriétaire de sa maison. Donc, on a créé quelque chose qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant. Vous voyez, c'est un peu globalement la vision d'ensemble que nous avons et nous pensons que elle est possible. Elle est possible, il faut simplement que de bonne volonté soient mobilisées, soient déterminées pour faire émerger ce Cameroun nouveau que nous souhaitons voir aujourd'hui. Mais il faut aller au-delà de nos frontières. Parce qu'il faut se dire que si le Cameroun seul est stable, si le Cameroun seul se développe, et qu'autour du Cameroun, il y a la misère la plus abjecte, il y a les terreaux de terrorisme les plus fertiles, eh bien, on n'aura pas de paix chez nous. Donc, c'est pour ça que nous avons pensé notre mouvement, le mouvement progressiste 3, comme étant quelque chose qui a vocation à s'étendre au-delà de nos frontières. Il faut que, je ne sais pas comment on va le monter, sous forme de franchise ou je ne sais pas quoi, mais il faut que des mouvements comme ça émergent dans tout le pourtour de notre pays. Parce que c'est du développement de l'Afrique en général qu'il est question. Vous voyez, si à côté du Rwanda, on avait une RDC forte sur le plan de l'économie, une RDC qui va de l'avant, et tout, vous imaginez un peu ce que ça pourrait créer comme dynamisme dans toute cette région des Grands Lacs. Ce serait quelque chose de bien. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'il ne faut plus penser qu'avec cette vision nombriliste qui limitait les gens à leur pays, il faut penser aujourd'hui des solutions qui peuvent être utiles pour l'ensemble des pays de notre pourtour, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on sera grand. Il n'y a pas de grand bonheur à être heureux tout seul. C'est la vision que nous avons. C'est pour ça que nous pensons aujourd'hui qu'il faut une mobilisation des énergies, des forces au-delà des territoires tels qu'ils ont été scindés, tels qu'ils ont été organisés par les puissances colonisatrices. Il faut qu'on pense aujourd'hui différemment. Il y a un autre problème que je souhaitais qu'on évoque avec vous. Bonsoir Paul, il y a Paul Azaïev qui nous rejoint, il y a Diamant Brut aussi qui nous rejoint. Bonsoir Diamant, bonsoir Paul, et il y a Abel Bilon aussi qui nous regarde. Bonsoir Abel, El Gourasek, notre ami sénégalais de Washington. Bonsoir El Goura. Alors, il y a un autre problème que je souhaiterais qu'on évoque. Vous faites bien de parler de racisme, Diamant Brut. C'est qu'il faut savoir que le monde a changé de physionomie. Mais ce que je vous dis, en réalité, est une révélation que beaucoup n'ont pas compris. Même les civilisations évoluées comme celle où nous vivons aujourd'hui. Les gens continuent à croire qu'on reviendra en un monde où on fera des différences entre le noir et le blanc. Nous sommes aujourd'hui liés. Vous savez, le nombre de gens qui vivent en France, qui ont des enfants qui sont métis, qui ont des enfants qui sont à la fois normands, camerounais, à la fois bretons, tchadiens, et tout. Que faites-vous de ces nouvelles générations qui émergent? Eh bien, ces nouvelles générations signent la fin des barrières frontalières. Aujourd'hui, on va vers une seule citoyenneté. C'est la citoyenneté mondiale. Dans les années qui viennent, il va être difficile de continuer à être dans les catégorisations telles qu'on le voit aujourd'hui. Parce que de toutes les façons, on est liés. Vous vous rendez compte? On a moins d'1% de taux de croissance en France. Pour que la France continue à avoir un certain leadership, elle va devoir réinventer son économie, réinventer sa diplomatie en l'orientant vers l'Afrique. Mais est-ce une Afrique faible? Non. Parce qu'une Afrique faible ne garantira de la stabilité pour aucune activité. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur un réveil collectif. Quand vous voyez la jeunesse africaine qui se mobilise, moi, je vais vous faire un aveu. Il y a 15 ans en arrière, quand je visualisais tout ce que nous voyons aujourd'hui, j'étais à des années-lumière de savoir que de mon vivant, je verrais la masse critique atteinte. Je me disais, ah, peut-être nos petits-enfants ou les enfants de nos enfants, c'est eux qui vont vivre cette chose. Mais là, ça s'est produit sous mes yeux. Ça s'est produit sous mes yeux parce qu'il y a plusieurs accélérateurs de cette croissance. C'est les médias sociaux, aujourd'hui, qui ont démocratisé l'accès au savoir, qui démocratisent l'accès à l'information. Donc, n'importe qui, n'importe où, peut savoir ce qu'il veut sur le monde, s'il se donne un tout petit peu la peine et la volonté de le savoir. Donc, il faut, ça c'est un message que je veux passer à mes frères africains, qu'ils comprennent que les schémas dans lesquels on s'inscrivait à l'époque, oui, c'est chez nous, les autres ont pris chez nous, c'est des schémas qu'il va falloir qu'on apprenne à faire évoluer avec le temps. La survie de l'Afrique, je dis bien, je pèse le mot, la survie de l'Afrique passe par la capacité des Africains à être intelligents, à ne pas
ouvrir des combats qui ne peuvent pas gagner en l'état actuel. Il ne sert à rien qu'en rapport de force, vous êtes défavorable de commencer une guerre. Vous allez la perdre et ce sera inutile. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de bien évaluer le rapport de force et de se dire, si nous commençons à dire, on va être exclusif avec ce que nous avons comme ressources naturelles, donc c'est Dieu qui nous a donné, eh bien, vous avez les autres qui ont construit leur société sur un modèle qui est basé essentiellement sur ces ressources naturelles qu'on trouve chez nous. Que pensez-vous qu'ils vont faire? Qu'ils vont croiser les bras et se dire, bon oui, bon, les Africains sont réveillés, ils ont compris maintenant le truc, donc on va renoncer à ça. Que feront-ils la pression de leurs opinions, des peuples chez eux? Il faut savoir que pour maintenir leur niveau, même s'il faut passer par des génocides confidentiels, ils le feront. Il faut le savoir. Il faut qu'on se dise les vérités de manière froide. Et donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des leaders qui viennent alimenter cet ego souverainiste qui ne veut rien dire dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez? Vous avez une personne qui peut acheter un État. On va parler de chiffres encore. Vous savez, c'est quoi le budget du Cameroun? 7 milliards et demi d'euros. Vous savez quel est le budget de la ville de Paris? 10 milliards d'euros. Donc, rien que la ville de Paris, le budget de la ville de Paris est supérieur au budget du Cameroun. Celui de la Côte d'Ivoire, 13 milliards. Donc, la Côte d'Ivoire, elle a un budget 13 milliards d'euros, j'entends. Un budget supérieur à la ville de Paris. Mais la ville de Paris a un budget qui est supérieur au budget du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous dit que Zuckerberg vaut 19 milliards, il a racheté, sa boîte a été achetée pour 19 milliards d'euros, ça veut dire que ce type a la capacité d'acheter le Cameroun. Et rien ne peut l'empêcher. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit intelligent. L'intelligence commande quoi? L'intelligence commande de dire que nous avons des matières premières qui ne nous servent à rien si nous n'avons pas la technologie pour les transformer, pour créer de la valeur autour. Donc, que d'avoir des sous-sols remplis de pétrole, de gaz, alors que nous avons nos parents, nos amis, nos frères qui meurent pour une aspirine. Il vaut mieux peut-être aujourd'hui penser à un deal utile qui fait que ceux qui ont les technologies, ceux qui ont les moyens de lancer les transformations, eh bien, qu'on trouve un accord avec eux, de telle sorte que, qu'ils viennent le faire. Mais qu'ils viennent le faire plus comme ça se fait aujourd'hui, où ils prennent pour que ça aille exclusivement chez eux, mais qu'on leur ouvre l'accès à nos pays en leur disant que, ben non, ne venez plus comme des mercenaires. Nous vous ouvrons les portes de notre pays, vous êtes des citoyens comme nous, quitte à ce qu'on retouche le code de propriété dans notre loi fondamentale. Ça va faire quoi? Ça va faire qu'on n'aura plus de mercenaires qui viennent en Afrique parce qu'ils considèrent qu'ils ont des choses à prendre, ils s'en vont. Mais on aura des gens qui viennent et qui considèrent qu'ils construisent leur propre pays. S'ils construisent leur propre pays, eh bien, ils vont y donner le meilleur parce que c'est la société dans laquelle ils vont aspirer à vivre à un moment donné. Et si on a le meilleur qu'on nous donne, ça nous ramène dans les schémas d'indépendance. Tous les Africains qui ont vécu la période coloniale et post-coloniale vous diront tous la même chose. Il y avait tout ce qu'on peut dire, les brimades, le fait de se sentir occupé et tout, mais quand même, la vie en Afrique à cette époque avait plus de sens, avait plus de logique, était mieux organisée que sous nous, au bout de 60 ans d'indépendance. Ayons la vérité, ayons le courage d'accepter cette vérité. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, en réalité, c'est de faire émerger un nouveau leadership qui soit intelligent et qui comprenne que malheureusement, les choses ont été construites comme ça. Le monde aujourd'hui est un. Vous ne pouvez plus aller dans les schémas de se renfermer. La preuve, vous voyez que tout s'organise autour des grands ensembles régionaux. L'Union européenne, l'Union africaine, la région CEMAC, la SADC. Vous ne voyez que ça. Parce qu'on comprend bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus envisager les choses à l'échelle d'un seul pays. Et si nous étions malins, peut-être qu'on s'adosserait, si on aurait préservé, protégé la relation avec nos frères nigérians, parce qu'ils pouvaient, eux, créer un vrai phénomène d'entraînement de notre économie. Vous savez, le Nigeria, c'est 45 milliards de PIB, de dollars, 45 millions de dollars de PIB. Le PIB du Cameroun, c'est 40 milliards. Non, c'est 400, pardon. Le Nigeria, c'est 445 milliards de dollars de PIB. Le Cameroun, c'est 40 milliards de dollars de PIB.
Donc, ils ont 10 fois notre PIB. Si vous adossez à une économie comme celle-là, vous protégez, parce qu'on aurait, si on avait eu de la vision, en tout cas au niveau de notre leadership actuel, on aurait toujours tout fait pour qu'il n'y ait jamais d'instabilité dans la zone, tout le pourtour frontalier avec le Nigeria. Peu importe le prix qu'il y a à payer. Jamais de rébellion dans ces endroits-là, parce qu'il y a tellement d'intérêts économiques que rien n'explique un seul jour qu'il ne puisse pas avoir de circulation dans les deux sens, allant du Nigeria vers le Cameroun. Donc voilà les vraies questions de géostratégie sur lesquelles les gens doivent réfléchir aujourd'hui, les gens doivent réagir. Et moi, je crois que il y a malheureusement aujourd'hui, plutôt heureusement, quelque chose de nouveau qui est en train de se tramer, qui va être bénéfique pour notre pays, c'est qu'on a de plus en plus des gens qui réfléchissent et qui pensent en termes de perspectives d'avenir avec des vraies solutions. C'est-à-dire que la politique aujourd'hui en Afrique, il nous faut des technocrates. Il faut prendre des spécialistes. C'est pour ça que nous, on a monté la première start-up politique du Cameroun, le MP3, le mouvement progressiste 3. L'idée pour nous, c'est de faire quoi? C'est de mettre des spécialistes, des experts face aux problématiques pour qu'ils y apportent des solutions. Et donc, on n'est plus dans le blabla inutile où on tient des grands discours et rien ne change dans le quotidien des gens. C'est des choses qui sont possibles. Nous le voyons faire par d'autres ailleurs. Eh bien, on n'a pas de grandes choses à faire. Il n'y a pas de budget de recherche et d'innovation à mettre en place. Il y a simplement à dupliquer des process qui ont été éprouvés ailleurs et qui marchent là-bas avec beaucoup de succès. Je voulais parler aussi d'autre chose. J'ai ouï dire que certaines personnes ont été écartées au Cameroun. Je parlais d'Hervé Emmanuel Com, un dignitaire du parti au pouvoir, a été écarté des prochaines élections parce qu'il y a un soupçon de double nationalité. Je ne sais pas s'il faut parler de soupçon, puisque le Conseil constitutionnel ne peut pas se prononcer sur un soupçon. Donc, je crois que les faits sont avérés. S'ils ont pris une décision comme celle-là, au risque d'être attaqués ensuite, au risque de voir cette décision attaquée. Bon, qu'est-ce que ça appelle comme analyse? Ce que ça appelle comme analyse, c'est que nous avons aujourd'hui au Cameroun un dignitaire du parti au pouvoir qui a participé à l'élection présidentielle dernière, qui a voté, donc qui a donné sa voix au vainqueur de cette élection, qui est le président Biya. Si on est dans un schéma où on veut parler en termes de cohérence, aujourd'hui, l'élection présidentielle pourrait être attaquée. On pourrait attaquer cette élection pour annulation. Parce que si le pouvoir qui contrôle aujourd'hui toute l'administration reconnaît en un des leurs, qui a pourtant participé à d'autres échéances, même s'il n'était pas candidat, mais comme animateur, comme électeur, reconnaît aujourd'hui que l'un des leurs n'a pas qualité pour participer à un processus démocratique au Cameroun, eh bien, il faut tirer les conséquences. Ils sont combien dans son cas? Et s'ils sont nombreux dans son cas, est-ce qu'il ne faut pas questionner l'idée que bon, on a eu une élection qui s'est passée avec et qui est entachée de beaucoup d'irrégularités et réfléchir sur l'idée que bon, on pourrait aussi la contester. Non, alors pour être plus sérieux, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il va falloir qu'on arrête ces choses à géométrie variable, en réalité qui n'apportent aucune valeur ajoutée au Cameroun. On l'a vu, les gens qui ont porté les couleurs du Cameroun très haut, des musiciens, tant qu'ils n'étaient pas candidats à des postes de responsabilité dans des institutions locales, ils étaient camerounais. Le jour où ils ont brandi la volonté de briguer un poste dans une institution locale, on leur a tout de suite dit qu'ils ne sont plus camerounais. Ils sont d'ailleurs. Non, je crois qu'il faut arrêter ça, c'est de la médiocrité. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ces schémas, et je reviens à la préoccupation de Diamant Brut, qui est de dire que nous allons vers un monde où il y aura une seule citoyenneté, la citoyenneté mondiale. Est-ce que vous êtes un humain qui appartient à cette civilisation? Oui, ça suffit. Ce sera ça qu'on inscrira sur les passeports. Parce que de toutes les façons, on est en train de construire un système qui va tous nous lier. À partir du moment où on est tous liés, les petites singularités, les petits particularismes et tout ça va voler en éclats. Donc, on n'est pas du tout dans le sens de l'histoire quand on pose des actes comme cela. Ce n'est pas que nous, on n'est pas pour le respect des lois, loin de là. On est les premiers légalistes chez nous au mouvement patriotique 3.
les premiers à penser qu'on ne peut rien construire s'il n'y a pas un respect des règles préétablies. Mais on veut quand même appeler, hein, parce que ça pose le problème entre la légalité et la légitimité. Donc, cet acte, s'il est fondé, ça veut dire que si Hervé Emmanuel Combes a la nationalité française, évidemment que le Conseil constitutionnel a raison de rétoquer sa candidature. Mais est-ce légitime si on sait dans le même temps que le même Hervé Emmanuel Combes a voté à l'élection dernière pour le président en place? Est-ce que le Conseil constitutionnel ne devrait pas tirer des conclusions? Se dire, bon, alors un mec qui a fait ça, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui attaque, eh ben, on va attaquer en annulation cette élection présidentielle. Pas pour dire que les chiffres sont très éloignés de la réalité, le score de ces élections, mais pour dire qu'il y a quand même eu des irrégularités et que ce que prévoit nos tests, ce qui prévoit nos tests, c'est que bon, qu'on puisse reprendre une élection, le cas échéant, par exemple. Donc, je crois que cette histoire de nationalité, il va falloir qu'on la règle une bonne fois pour toutes. On ne peut plus aujourd'hui. Regardez les grands pays, les grandes nations. Inspirons-nous du meilleur des autres. Voyez les Américains avec plusieurs nationalités. Voyez les Suisses avec plusieurs nationalités. Alors, si on aime bien copier leur art de vivre, la façon dont ils conduisent les voitures, le type de voiture qu'ils aiment, le type de vêtements qu'ils mettent, il faut peut-être qu'on s'inspire aussi d'eux sur d'autres choses. Parce qu'on est sur des tests qui sont purement rétrogrades, qui ne sont porteurs d'aucune valeur ajoutée pour notre pays. Et moi qui vous parle, je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai toujours été camerounais, je n'ai jamais contacté une autre nationalité. Donc, je ne vous parle pas parce que j'y ai un intérêt quelconque. Je ne suis non plus de cette famille politique. Donc, à la limite, je pourrais me dire, c'est entre eux, ils n'ont qu'à se battre. Mais non. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut une nouvelle catégorie, un nouveau profil de politique en Afrique. Des gens qui considèrent que la politique devrait être comme le débat philosophique, une école de respect et de tolérance où on peut débattre sans véritable rivalité, où il n'y a pas de points finaux, mais toujours des points de suspension. Ça, c'est la vision que nous avons des choses. Donc, il ne nous empêche pas d'être objectifs quand il y a des situations qui nécessitent de l'objectivité. Nous, on n'est pas en train de dire une fois de plus que tout ce qui est fait par la majorité actuelle est mauvais. Il y a des choses bien qu'ils ont fait et beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas bien. Mais on ne va pas, parce qu'on est dans ce truc. Moi, j'ai toujours trouvé que la politique telle qu'elle se fait en Afrique n'est pas très honorable. Hein. Ou systématiquement on est dans le dénigrement, parce qu'on n'est pas dans le même camp, et même quand il y a des choses bien, non. On a quand même une responsabilité face à ceux qui observent la politique, face aux enfants qui suivent les débats à la télévision. Nous avons la responsabilité de les former, de les éduquer aux valeurs. Et ces valeurs, nous devons, nous qui sommes dans l'arène politique, nous devons les incarner mieux que quiconque. Il faut être capable de dire, mais oui, félicitations. Vous voyez, par exemple, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour Ni John Fondi. Pourtant, il est loin d'être de ma famille politique. Pourquoi j'ai du respect pour lui? Parce qu'en 92, on était sur un score très étriqué, la présidentielle, avec plusieurs revendications de victoire de part et d'autre. Il aurait pu dire, je m'accroche, quitte à ce qu'il y ait des millions de gens qui restent sous le carreau. Mais il a su être fair-play et passer son tour. Ça force du respect. Tout comme j'ai du respect pour un parti comme le MRC, formation qui a moins de 5 ans d'âge, qui s'est présenté la première fois à une élection présidentielle, qui arrive deuxième, devant des partis qui avaient 30 ans, qui ont 30 ans d'existence. C'est une grosse performance, une très grosse performance. Être numéro 2 de la présidentielle au Cameroun, un pays stratégique important comme celui-là, ce n'est pas anodin, ce n'est pas simple. Donc nous, on a du respect pour cette formation politique. En tout cas, sur une prestation comme celle-là, nous respectons beaucoup cette façon de faire, tout comme on respecte la majorité au pouvoir. Parce que, qu'elle soit l'objet de plusieurs insuffisances, l'idée c'est de dire qu'il faut quand même un certain talent pour se maintenir autant d'années. 40 ans bientôt au pouvoir. On ne peut pas avoir une prestation comme ça si on n'a pas du talent. Donc nous respectons tout ça. Et respecter tout ça ne nous enlève rien en tant que formation politique nouvelle qui vient. Au contraire, l'image que nous souhaitons aujourd'hui vendre, c'est celle de politiques qui sont ouverts,
pourquoi on ne collaborerait pas avec des membres éminents ou non de ces autres formations politiques qui ont des choses à apporter en termes de progrès dans le Cameroun que nous souhaitons construire demain. Nous, on est d'abord un mouvement pour le progrès du Cameroun. Donc, quand on dit mouvement progressiste 3, on emprunte à l'idéologie progressiste qu'au niveau de la terminologie. Hein? Si c'est pas vraiment ça, nous, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire que bon, on n'a jamais été autant divisé, on ne s'est jamais autant chamaillé, et quand on fait le bilan de 40 ans de querelles, de conflits et tout, on voit que le bilan, il est nul. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller vers autre chose? Nous, c'est vers ce autre chose que nous sommes aujourd'hui. Ce autre chose pour nous, c'est de se dire, bon, allez, on va faire avec tout le monde, ceux qui sont de bonne volonté, on s'assoit tous ensemble, on repense le Cameroun, et puis maintenant, on implémente quelque chose de nouveau qui va nécessiter qu'il y ait beaucoup de rigueur. Mais on ne peut pas aller à cette rigueur en ayant puni certains et pas d'autres. Parce que qu'est-ce qui justifie, par exemple, au Cameroun aujourd'hui, que vous ayez certains qui sont en prison et pas d'autres? Quand on sait on est sur des rythmes de vie, on est sur les mêmes écarts de comportement, de part et d'autre. Donc, il va falloir peut-être à un moment donné qu'on soit capable de tirer la fin du bal autour de ça, d'élargir les uns et les autres en leur disant, bon voilà, les mecs, ça n'a pas été très glorieux, votre façon de gérer les choses, mais bon, ça s'est fait dans un contexte qui acceptait la médiocrité. Or, maintenant, nous voulons construire autre chose, qui ne sera plus la médiocrité, et cette chose-là qu'on veut construire, on a besoin de tout le monde de bonne volonté. Vous trouverez des gens dans le système actuel qui peuvent être très utiles au Cameroun d'après. Mais le problème, c'est justement de ne pas aller dans les chasses aux sorcières, de ne pas commencer à pourchasser les gens pour leur appartenance actuelle ou pas. Il faut être capable pour aller à la résilience, il faut être capable de pardonner, il faut être capable de se surpasser, de laisser passer certaines choses. Pas parce on les cautionne, mais parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice toujours à faire pour aller de l'avant. Voilà. Il y a El Gora, il y a Frida qui participe, Stéphane Totui. Bonjour Stéphane, notre frère de la Côte d'Ivoire, qui va se présenter aux élections ici à Paris, à Montrouge, au municipal à Montrouge. Bon courage et beaucoup de chance à toi, cher Stéphane Totui. Bonsoir Régine. Il y a Kéléa qui est avec nous aussi. Bonsoir Martial Christogone, le président Bachot. Bonsoir à vous. Sandrine qui participe. Bonsoir. Bonsoir à vous, Sandrine. Il y a Fernand de Boiteng qui nous suit aussi, je crois, du côté de la Côte d'Ivoire, où les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes ce soir. On est encore en train de repartir sur autre chose qui peut être dommageable pour la stabilité d'un pays comme celui-là, qui a commencé pourtant à se mettre sur les rails, en tout cas sur le plan économique. Même si aujourd'hui, il y a un compromis politique qu'il faut trouver, qui est important. S'il n'y a pas de ce compromis politique, on est toujours sur les schémas de stabilité qui sont fragilisés. Mais franchement, aujourd'hui, on a besoin que la dynamique qui est enclenchée, qu'elle se poursuive. Et pour ça, il faut pacifier. Il ne sert à rien de continuer à avoir ces tensions inutiles. Et je ne sais pas pourquoi, de part et d'autre, on ne peut pas mettre de l'eau dans le vin. Il faut oublier que l'Afrique, c'est la propriété de quelques individus qui, s'ils ne sont pas présidents, s'ils ne sont pas ministres, s'ils ne sont pas premiers ministres, le pays ne peut plus fonctionner. Il faut sortir de ces schémas-là. Et malheureusement, c'est répandu dans les imaginaires aujourd'hui en Afrique. C'est ce que je vois, en tout cas. Parce que quand vous avez des forces nouvelles qui émergent, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez les gens dire oui, mais eux aussi ils veulent faire la politique. Mais eux aussi, pourquoi eux aussi? À qui s'est réservée la politique? Ces gens qui sont là, ils sont les plus brillants de tous les Africains? Non. Ils sont des gens qui sont retrouvés là parce qu'il fallait qu'ils servent leur pays. Beaucoup ont oublié qu'ils étaient là pour servir, au lieu de se servir, pour que le service serve à quelque chose. Donc servir au lieu de se servir, pour que le service serve. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, nous pensons que des gens qui venons de la société civile, moi je ne suis pas un politique à proprement parler, dans le sens du terme. Je suis plus un technocrate qui considère qu'aujourd'hui, il y a une absence de vision au niveau de la politique et donc il faut la faire. Il faut rentrer dans l'arène pour proposer des choses parce qu'avoir de belles idées ne sert à rien si on n'a pas le pouvoir pour leur donner une matérialité. Voilà la vision qui est la nôtre aujourd'hui. Et voilà la raison pour laquelle
nous n'allons pas baisser les bras, nous allons poursuivre ce combat malgré tous les écueils qui font partie de la vie. J'ai un aîné qui me disait tout le temps, mon jeune frère, vivre c'est lutter. Et effectivement, c'est ça la vie. Vivre c'est lutter. Quand on a renoncé à lutter, eh ben on ne vit plus. Donc, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt qu'on ait une mobilisation de Camerounais, d'Africains, de tous les azimuts, pour aller de l'avant, pour construire ce truc-là qui est très important pour les générations à venir, parce que de toutes les façons, les générations à venir, elles vont organiser notre tribunal. Il y aura un tribunal de l'histoire dans lequel nous serons passés. Qu'ont fait nos parents en leur temps? Ils ont fait quoi pour nous? Et donc on va se contenter de dire, oui, on était là, des gros nuls, qui avons laissé qu'une petite minorité prenne en otage la majorité. On n'a rien dit. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que la société qu'on a laissée à nos enfants, c'est une société où ils ont beau aller dans les écoles les plus prestigieuses, être les plus brillants, eh bien, ils n'auront jamais accès à l'ascenseur social tant qu'ils ne se compromettent pas. D'accord? Tant qu'ils ne baissent pas la culotte, ils n'auront jamais rien. Non, on ne veut pas laisser cette société à nos enfants. Et peu importe le prix qu'il y a à payer, on le payera. Parce que les générations d'avant, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun, ont payé ce prix. Les gens sont morts dans nos familles africaines, le sang a coulé énormément dans cette guerre d'indépendance qui a amené à ce semblant de liberté que nous avons eu depuis les années 60 aujourd'hui. Alors s'il y a des gens qui ont accepté de payer de leur vie pour cela, je ne pense pas que ce soit un fait d'arme particulier pour nous aujourd'hui de se targuer de jouer simplement notre rôle, d'être responsable. On ne peut pas se résoudre de laisser l'Afrique à nos enfants dans l'état actuel. On est obligé de repenser autre chose. Parce que de toutes les façons, nous avons touché le fond, et quand on touche le fond, on est appelé à rebondir. Et les lois de la physique sont aussi claires. Tout ce qui s'élève est appelé à redescendre. Alors, on a excellé dans la médiocrité. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps d'amorcer une autre phase, c'est la descente de cette médiocrité pour laisser émerger autre chose. Ça, c'est la conviction qui est la mienne. Et quand je le dis, je ne pense pas que je me trompe en le faisant. Et j'appelle aujourd'hui un vaste rassemblement de tous les fils d'Afrique, sortons de la complainte. Ce n'est pas en restant dans vos petits coins chacun, parce qu'il a un petit confort passager, que les choses vont bouger. Ah non, il faut se mouiller. Et se mouiller, c'est de donner ce qu'on a. Une idée, de son temps, son énergie, de son argent, pour faire prospérer ces idées nouvelles qui vont garantir à tout le monde un avenir qui soit meilleur. Nous sommes tous des parents d'enfants et vous autres des futurs parents et tout. Vous pensez que vous aurez une retraite heureuse quand, alors que vous êtes fatigué, vous n'avez plus de réseau parce que vous êtes sorti du système depuis longtemps, vos enfants viennent à la maison, voire peut-être au village, la mine complètement déconfite en vous disant, oui papa, j'arrive pas à trouver l'emploi, j'ai été là-bas pour qu'on me recrute. Quand je suis arrivé, le directeur m'a demandé de faire telle ou telle chose que tu m'as enseigné que ce n'est pas des choses qui doivent se faire. Vous imaginez ce que ça vous fera comme choc? Quelle retraite paisible. Passez à voir vos enfants qui viennent vous dire ça. Vous avez été impuissant au moment de le faire et vous vous retrouverez 2 fois plus impuissant puisque vous êtes déjà vieux. Vous n'avez plus d'énergie pour lutter, pour engager les combats. C'est maintenant qu'il faut lutter. Parce qu'on ne peut pas se résoudre. Moi, je n'ai pas de modèle de société qui a triomphé ailleurs qui soit basé sur ça. Où on va imposer aux gens des choses les plus abjectes pour qu'ils servent la société. Non, c'est impossible. Et aujourd'hui, heureusement, il y a une génération de plus en plus, avec des rangs de plus en plus remplis, qui a compris ces enjeux, qui est en train de se mobiliser, mais il faut que tout le monde se mobilise. Ça ne sert à rien de jouer au petit malin. Vous avez des amis, dès que vous leur dites, oui, bon, on est en train de faire telle chose, ils vous disent, oui, mais tu sais, moi, la politique, mais c'est bien de dire ça aujourd'hui, la politique, mais c'est les mêmes qui, demain, quand les combats auront porté leurs fruits, qui seront enclins à venir demander des services, à dire j'ai besoin d'être aidé, est-ce que tu peux me recruter quelqu'un là-bas, est-ce que tu peux me faire ci ou ça. Les mêmes qui aujourd'hui tiennent des discours déjà oui moi la politique, ça ne me dit rien.
il serait bien pour qu'il soit cohérent, hein, totalement, que le moment venu, qu'il n'aille rien demander. Vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les nôtres, qui sont dans les prisons. Ils sont dans les prisons pourquoi? C'est pas forcément parce qu'ils étaient des gens super détestables, mais c'est que dans ces prisons-là, il y en a beaucoup qui ont voulu rendre des services à des gens. Quand vous allez dans les cabinets ministériels au Cameroun aujourd'hui, vous entrez, vous voyez des milliers de gens assis, chacun attend de voir le ministre. Est-ce qu'ils sont les usagers de son ministère? Non. Mais chacun vient avec son problème. Oui, l'enfant n'a pas, à l'école, l'enfant n'est pas payé, l'autre est malade, et ainsi de suite. Le ministre, est-ce qu'il a un salaire extensible à souhait? Non. Face à cette pression sociale, au bout d'un moment, il est obligé de mettre la main dans une caisse qui n'était pas prévue pour ça. Et le jour où il y a un contrôle qui passe, ce fameux ministre tombe pour abus de biens sociaux, détournement de biens publics et compagnie. Il va payer dans les prisons seules. À cause de qui? À cause des gens qui, peut-être dans la construction de sa trajectoire, lui ont répondu non, tu sais, moi, les affaires de la politique, je ne veux pas rentrer dedans. Mais vous pensez que nous, on rentre dedans parce que c'est forcément ce que nous savons faire de mieux? Ah, pas du tout. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de le faire pour les générations d'après. Si nous ne le faisons pas, eh bien, il va falloir qu'on assume d'avoir été des gens médiocres, d'avoir eu un passage sur Terre inutile. Oui, c'est ça la vérité. Un passage sur Terre inutile. Il faut se mobiliser aujourd'hui pour l'Afrique. L'Afrique en a besoin. Et honte à tous les lâches qui restent enfermés dans leur petit confort. Parce que ça va pour eux sur le moment. Un peu comme tous ces amis qui, quand ça va pour eux, vous n'en entendez pas parler. Hein? Ils sont bien, pas de nouvelles et tout. Et le jour où il y aura un vrai secousse, rétropédalage. Ils redeviennent subitement gentils et passent des petits coups de fil, des petites attentions, mais qui en réalité traduisent quoi? Traduisent qu'ils ont des problèmes. Donc ils refont surface quand il y a des problèmes et quand tout va bien, vous n'avez pas de nouvelles. Non, l'Afrique aujourd'hui a besoin de personnes qui s'engagent. L'Afrique aujourd'hui a besoin de personnes qui ont des convictions. Sans conviction, on n'ira nulle part. De toutes les façons, ce qui va se passer, c'est que soit ça va changer, comme nous l'appelons de tous nos voeux, parce que c'est le bon sens qui le commande, soit ça ne va pas changer et ce sera le bordel pour tout le monde. Parce que nous, on ne sera pas assis, les bras croisés, et laisser que ce qui se passe là continue à se passer. On a tous les réseaux, nous savons comment aussi chercher des alliés à gauche et à droite pour foutre le bordel. On ne laissera pas les gens continuer à prospérer dans le mal, comme c'est le cas aujourd'hui chez nous. Au nom de quoi vous avez certaines personnes qui décident que ce qui appartient à tous les Camerounais est leur propriété personnelle. Vous vous rendez compte? La terre où nous enterré nos parents, nos aïeux, dont les corps se sont décomposés, se sont transformés en nappes pétrolières. Ce pétrole-là, on le revend aujourd'hui et c'est certains qui en bénéficient et pas les autres. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vous le dis en toute honnêteté. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse. En tout cas, le combat est engagé et je sais que ce sont les voies divines qui triompheront des forces du mal dans ce qui est engagé aujourd'hui. Voilà, je vais devoir souffler. Je crois que j'ai été assez clair sur la vision que j'avais. Il y a Cathy Grasse qui nous rejoint. Oui, Cathy, c'est vraiment triste. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a tous nos petits conforts. Hein. Nous, on peut jouer le jeu des forts. Vous le savez bien que on a chacun ses entrées dans les chanceries. On peut devenir aussi ces petits macros hein, qui sillonnent l'Afrique, qui tirent leurs petits intérêts personnels. Comme ils ont ces intérêts personnels, ils n'ouvrent pas la gueule. Ils se taisent et ils disent que tout va bien quand ils ouvrent. Non, on peut faire tout ça, mais il n'y a pas d'avenir à faire ça. De toutes les façons, moi, je veux pouvoir regarder mes enfants demain sans baisser les yeux. Parce que d'où je viens, on meurt pour son honneur. Et je baisserai les yeux forcément si aujourd'hui je n'ai pas mené le combat qu'il faut. Vous ne pensez même pas à la violence de ce qui nous attend dans les années qui viennent. Vous voyez, on est en train de détruire notre société en s'attaquant aux femmes. C'est de là que c'est parti. Parce que quand vous affamez la jeune fille, vous en faites votre esclave sexuel, votre objet,
de jeu. Ça donne quoi? Elle n'aimera pas éternellement jeune fille. Vous nous fabriquez des femmes aigries dans notre société. Des femmes qui vont porter des grossesses avec la haine dans le cœur, qui vont transférer en termes d'héritage génétique à leurs enfants cette haine-là que nous avons nourrie par nos façons de nous comporter. Mais vous pensez qu'on ne joue pas dans les autres sociétés? Mais si, les autres aussi s'amusent. Mais ils s'amusent après avoir travaillé. Regardez bien tous les pays qui se respectent. Tout est porté sur la protection sociale. Tout est porté sur la protection sociale, la sécurité sociale. On ne peut pas laisser l'individu, qui doit être l'alpha et l'oméga, le début et la fin de tout, comme ça, à la merci de petits jouisseurs à qui on a mis de l'argent de manière volontaire entre les mains, parce qu'on savait très bien que entre leurs mains, cet argent sera nocif pour tout un continent. Et ces gens commencent à s'amuser avec notre jeunesse, à abuser des jeunes filles, à les détruire mentalement. Ouais, parce que c'est la façon la plus sûre de détruire une civilisation, c'est de s'attaquer aux femmes. Aujourd'hui, inutile d'aller compter fleurette à une jeune fille en Afrique. Elle n'y croit pas. Vous vous rendez compte? Génération de gens pessimistes qui ne voient que le mal partout, mais parce qu'ils ont été conditionnés à ne percevoir que le mal partout. Pensez qu'on va s'en sortir avec ça? Ah non. Donc il faut faire quelque chose, et c'est maintenant. Il faut reprotéger ces gens. C'est pour ça que vous voyez, nous on a par exemple un dispositif qu'on appelle la TACOFA chez nous, la taxe de consolidation familiale. On va la mettre en place tout de suite. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que plus de jeunes filles qui élèvent leurs enfants seuls sans un revenu. Ah oui, donc elles auront 50 000 d'allocations mensuelles tous les mois et 25 000 par enfant supplémentaire. Et rassurez-vous, ce n'est pas des dépenses sociales, contrairement à ce que les gens peuvent penser. On est sur de l'investissement. Parce que cette femme, elle est la mère de cet enfant, mais l'enfant est la propriété de la société. La société l'éduque, le bichonne, parce que demain, il va être utile. Il va rentrer dans le processus qui crée de la richesse, et cette richesse est profitable pour tout le monde. Donc, il faut commencer à encadrer dès que l'enfant sort. Et donc, on ne doit pas laisser la mère toute seule, sans revenu. Elle s'est fait enceinter par un irresponsable qui a pris la clé des champs, ou même qui n'a pas besoin de prendre la clé des champs. C'est oui, je t'ai fait un enfant. Et alors, tu peux me faire quoi? Voilà comment ça parle en Afrique aux gens. Non, on ne peut pas laisser faire ça. Moi, je vous le dis en toute sincérité, je préfère ne plus être de ce monde que d'être là et de voir ça sans rien dire. On ne peut pas laisser faire ça. Il va falloir qu'on siffle la fin du bal, que ceux qui ont pris des orientations pour des raisons ésotériques, pour les raisons spirituelles, ils se réadaptent à la norme actuelle. Il y a des gens qui vendent leur âme pour leur raison. Ils ne doivent pas imposer la vente de leurs âmes à des millions de gens qui n'ont rien demandé, parce qu'on les tient sous le chantage. Vous vous rendez compte? Vous envoyez une jeune fille chercher un emploi aujourd'hui en Afrique. Qu'est-ce qu'on lui demande? Eh bien, tu nous baisses vite ta culotte si tu vas avoir quoi que ce soit de nous. Et si tu ne baisses pas ta culotte, ben écoute, tu n'as rien. Vous vous rendez compte? Le chantage au, à l'emploi. Parce qu'on va te donner une petite pitance, tu deviens le jeu sexuel de ton patron, qui te convoque dans son bureau quand il veut, pour assouvir ses fantasmes, pour te refiler des maladies s'il en a. Ouais, parce qu'un type qui est dans ce rapport avec la femme, vous voulez quoi? Vous voulez que cette dernière lui dise, oui, non, mais protège-toi. Mais non, puisque c'est son objet. Donc il est vérolé, il va lui refiler la vérole, il n'y a pas de problème. Et tout c'est le patron. Et vous avez des sociétés d'État comme ça, des sociétés entières au Cameroun, où s'il y a 100 femmes, 80 sont malades, rendues malades par le même homme. Pourquoi? Parce que elles avaient pas, elles étaient précarisées, il n'y avait pas d'emploi, et donc le type s'est servi du pouvoir qu'il a pour qu'elle passe à tabac. Non, on ne peut pas laisser faire ça. Moi, je vous le dis, et je vous le dis sans amertume excessive,
Je vous le dis parce que c'est le bon sens qui me le commande. C'est pas les rêves que je fais toutes les nuits. C'est pas ce que mes ancêtres me disent toutes les nuits dans mes rêves. Ils me disent pas, reste passif face à ça. Parce que eux, ils ont payé le prix de leur vie pour qu'on soit libre. En tout cas, qu'on ait le semblant de liberté que nous avons aujourd'hui. Donc, quel est notre combat, nous? Qu'est-ce qu'on va dire? Ça a été quoi notre combat? Celui de mettre des costumes, euh, cravates, de conduire des belles autos, et puis quoi? Quand vous avez fait ça, et quel est votre rapport à la postérité? Ça aurait servi à quoi votre passage sur Terre? Aller chez Vuitton, acheter les paires de pompes à 1000, 2000 euros? C'est ça, l'aboutissement d'une vie? Non. Il va falloir qu'on s'inscrive dans d'autres schémas. C'est ma conviction, à moi, en tout cas, que je souhaite contaminer à beaucoup d'autres gens. Et nous sommes aujourd'hui un certain nombre qui pensons pareil, la même chose. Le malheur pour le système qui a laissé prospérer cette médiocrité, c'est que pour une fois, ils ont face à eux des gens qui sont organisés, des gens qui ont compris et qui peuvent organiser leur stratégie. Vous savez, les gens me disent, oui, monsieur le président, non, le but du jeu pour nous, c'est pas d'avoir les présidents, les machins. On s'en fout de ça. Le but du jeu pour nous, c'est d'avoir des gens qui peuvent être utiles. D'accord? Qu'il y ait des milliers de gens comme moi et comme d'autres qui soient interchangeables. Morgan est tombé, et bien, il y en a un autre qui a pris le relais. Donc, on ne sent même pas l'absence de Morgan. C'est ça le truc qu'on a bâti et qui est redoutable. Nous, on n'a pas peur de ces gens qui ont vendu la peur aux Africains pour les neutraliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le truc? Personne n'ose rien faire. Ah oui, tout le monde a le doigt sur la couture du pantalon, tout le monde a peur. Ah, mais on va me tuer. Oh, si je parle comme ça, on va m'empoisonner. Ou si je dis telle chose. Non, mais vous avez vu ça où? Pensez que les Blancs que nous essayons de suivre, ils se sont construits avec la peur. S'ils avaient peur, ils n'auraient jamais pris le risque de partir il y a 400, 500 ans de l'Europe vers l'inconnu. Fabriquer des bateaux, commencer à entrer dans des forêts qu'ils ne connaissaient pas, rencontrer des peuples dont ils découvraient la couleur. Vous vous rendez compte? C'est avec la peur qu'ils ont fait ça? Mais non. Il faut une part d'aventure dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et il faut que le nouvel Africain, comme le Beaujolais nouveau, soit quelqu'un d'audacieux et quelqu'un qui considère que de toutes les façons, il n'y a pas d'autre finalité à la vie que la mort. Mais autant mieux mourir pour quelque chose d'utile. Mais arrêtez de donner raison à ces gens qui ont organisé leur système autour de la peur des représailles. Ils vont me tuer, ils vont me faire ceci. Non. Et puis, si vous êtes mort, en ne faisant pas ça, vous auriez la vie éternelle? Non. Donc voilà, il est important qu'on se parle comme ça de temps en temps, parce que c'est important le retour d'expérience. Moi, j'ai vu dans d'autres pays, hein, je vous parle d'expérience, j'ai vu dans d'autres pays des transformations se faire à partir du discours, à partir des gens qui savent communiquer ensemble, partager leur expérience, et puis on arrive sur des résultats probants pour la société tout entière. Donc, n'ayez plus peur, considérez que ce combat, c'est un combat qui concerne tout le monde. Il y a, il y a Alphonse qui nous retrouve, un jeune Africain brillant, qui travaille à la télévision au Sénégal. Bonsoir Alphonse, ça fait un long moment qu'on ne s'est pas parlé. Il y a Viviane Préyon aussi qui nous retrouve. Methuselah Dikobé, notre frère d'Allemagne. Tous ces gens, toute cette énergie, cette ressource dont l'Afrique a besoin pour aller de l'avant. Donc nous, on est très concret. Je vous ai dit un peu quels sont les grands axes. Et je vous en parle sans aucun papier. C'est vous dire que ça vient du cœur. Moi, c'est un exercice que je me suis imposé. J'évite d'écrire le maximum. Pourquoi? Parce que j'ai peur que l'écriture me rend corrompu l'homme que je suis. Ouais, parce que quand vous écrivez, vous prenez le temps de réfléchir, qu'est-ce que vous allez mettre et tout. Donc, vous commencez à avoir les réflexes de politique classique. Donc, je préfère dire les choses en laissant que ce soit mon cœur qui parle. Vous voyez, moi, toutes les fois, je vous parle.
J'écris pas. Je vous dis les choses qui viennent de mon cœur. Et nous sommes nombreux aujourd'hui qui pensons des choses comme ça et qui le disons avec le même naturel. Donc voilà, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. On va devoir se séparer. On a une longue séance de dialogue. Avec nous, Jean-Aimé Nganti, Cléa, Georges Clément Meka. Bonsoir Georges. Georges qui s'est présenté, qui doit se présenter, je crois, euh, dans le sud du Cameroun, ouais, je crois, dans une liste dans le sud du Cameroun, à moins que sa candidature n'ait été retoquée. Rejoignez les progressistes, Georges. Rejoignez les progressistes. C'est la seule démarche aujourd'hui, et que ce soit nous ou d'autres, mais soyez pour les forces nouvelles qui émergent. Ça ne sert à rien de chercher son moule steak. Bon, c'est naturel, on comprend. Mais non, on ne peut plus continuer à dire que ça va. Ça ne va pas. Nous sommes tous des enfants de ce pays, tous des enfants de ce système. Et aujourd'hui, nous sommes très légitimes quand on dit que ça ne va pas et qu'il faut que ça change. Mais comme on ne nous entend pas, comme on n'a pas entendu depuis qu'on dit que ça ne va pas, eh bien, on va faire changer les choses par tous les moyens qu'il faut. Mais on ne peut pas laisser que les choses se poursuivent de cette manière. D'accord? Qu'on est vous qui soyez écarté de votre circonscription, vous souhaitiez briguer un poste au bénéfice de quelqu'un d'autre, dont on n'est pas sûr qu'il est forcément plus brillant. Non, il faut ramener le mérite au cœur de notre société. Aucune grande civilisation ne s'est construite autour de la médiocrité, autour de l'arbitraire. D'accord? On est content aujourd'hui de citer Platon, de citer Socrate, de parler de Diomède, de parler de tous ces gens qui ont marqué l'histoire. Mais on parle d'eux pourquoi? Parce que c'était des gens brillants. Mais ces gens, ils sortaient d'où? Ben, ils sortent d'une civilisation aujourd'hui qui domine le monde. Et domine le monde parce qu'ils ont mis en avant ce qu'ils avaient de mieux. Nous, on veut construire notre continent en mettant de côté ce qu'on a de mieux pour faire prospérer plutôt tout ce qui s'inscrit dans les schémas de médiocrité. C'est ça qu'on dit que ça ne peut plus continuer comme ça. Et je l'ai dit depuis plusieurs mois, c'est en train de se réaliser. Peu importe à quoi les uns et les autres sont affiliés. Il y a une fin à tout, et cette fin a sonné. Les planètes sont alignées pour la fin. Donc, peu importe à quoi les uns et les autres sont affiliés, tout ça est fragile. On a vu des débandades organisées dans d'autres pays. Des gens qui croyaient qu'ils étaient super puissants, qu'ils avaient des armes, qu'ils étaient, je ne sais pas moi quoi, ministres avec un trésor de... On sait. Nous, on a travaillé sur le fond, aux choses. Tous ceux qui planquent l'argent à gauche à droite, on sait. On sait. Ils sont à un sou, à une signature de la pauvreté. Je dis bien une signature et une interdiction de bouger. D'accord? Comme ça, comme on a refusé de construire des hôpitaux chez nous, de mettre une structure sanitaire qui permette à tous les Camerounais de pouvoir venir à bout de leur maladie, eh bien, on va donc voir où les autres vont aller se soigner. Oui, on reste chez nous, interdit de bouger. D'accord? Et on va voir à qui ça va profiter. Maintenant, nous savons ce qui se passe. On n'est pas tout à fait naïf. Nous savons que dans l'agenda qui est prescrit à nos aînés, il n'est nullement mentionné quelque part qu'ils doivent se servir de l'argent qu'on leur permet d'avoir pour construire le développement en Afrique. Dans leur pays, en tout cas. Nous savons que la réalité, au fond, c'est celle-là. Mais il y a quand même des façons de faire. D'accord? Quand vous voyez au Niger, ils réussissent à créer des hôpitaux de référence au Niger, qui a 3 ou 4 fois moins de ressources que le Cameroun. On peut faire des choses. Sans se faire forcément tuer parce qu'on n'a pas respecté l'agenda. On peut faire des choses. Mais ça en est fini. Vous vous rendez compte? Évacuation d'un type qui était directeur général d'une société, qui touchait déjà un gros salaire, sans compter les prébendes. Et puis le jour où il tombe malade, eh bien, l'État du Cameroun paye 100 000 euros pour qu'il se fasse soigner à l'hôpital américain de Neuilly. Voilà la République du Cameroun. Donc on va dépenser 65 millions de francs pour soigner un individu qui n'est pas pauvre, donc qui, avec tout ce qu'il a pu engranger, emmagasiner, peut se payer quand même des soins. Et au moment où on paye 100 000 euros pour un type qui est déjà plein aux as, qui ne fait pas pitié, eh bien, il y en a un autre qui meurt pour
une aspirine et il n'y a personne qui manifeste la moindre solidarité pour lui. Vous vous rendez compte? Et c'est ça qui amène la rébellion dans notre pays. Quand je parle de la mauvaise répartition de la richesse, c'est ça la mauvaise répartition de la richesse. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas dans le fantasme, je vous raconte des choses qui se passent chez nous tous les jours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, que nous avons une passoire qui s'est installée au plus haut sommet des institutions de notre État, ben, on voit ces papiers circuler sur la toile. C'est arbitraire, là. C'est un tel qui a le droit d'être évacué en France parce qu'il est plus utile que les autres Camerounais. Avec 100 000 euros, vous savez le nombre d'évacuations qu'on fait au Cameroun par an, ce qu'elle coûte au trésor public. Décision prise de manière arbitraire. Avec cet argent, on pourrait construire des hôpitaux sur place. Augmenter les salaires des gens qui travaillent, qui sont payés des misères. Et donc, quand ils sont payés des misères, effectivement, il n'y a pas d'attractivité sur la liste. Pourquoi ils vont venir travailler dans un pays où on leur paye des salaires de misère? Vous voyez aujourd'hui, par exemple, que touchent les enseignants au Cameroun? Que dalle. Un enseignant, pour moi, un enseignant d'université, c'est au moins 800 000, à partir de 700 000 francs de salaire, tous les mois. Oui, ça se passe comme ça dans des pays qui se respectent. Vous savez, dans la fonction publique coréenne, qui sont les gens les plus payés? Les meilleurs salaires dans la fonction publique coréenne, c'est les enseignants. Ben oui, parce qu'ils ont tout compris. Comment voulez-vous confier la formation de nos ouailles, de notre futur, à des gens qui sont frustrés parce qu'ils sont maltraités? Et vous avez des choses comme ça, des incohérences comme ça tous les jours, qui font qu'on ne va pas se taire pour satisfaire des petites mafias locales organisées qui ont tenu tout le monde en respect par la terreur, parce qu'ils ont affaire à des petites gens qui ne peuvent pas se défendre. Non, ça c'est fini ça. Donc on va rejoindre la dynamique qui veut apporter le renouvellement de notre société, un renouvellement positif. Ouais, c'est très important. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, c'est la priorité, quoi. La priorité n'est plus aux petits égoïsmes, aux petits intérêts égoïstes qui nous ont foutus dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et je ne sais pas quel avenir, d'ailleurs, on devrait donner à la majorité actuelle. Parce que je vois que de ce côté aussi, il y a une absence de prospective. Ah, ça ne réfléchit pas beaucoup là-bas chez eux. Il y a une absence de prospective. Donc aujourd'hui, cher Georges, eh ben, je crois que l'avenir, pour tous ceux qui pensent en tout cas grand, pour tous ceux qui pensent positif pour notre pays, l'avenir n'est pas dans ces structures politiques classiques qui nous ont menés dans l'abîme où nous sommes aujourd'hui. Vous vous rendez compte, on n'a que des gens d'un certain âge. Pas que on soit des gens, des chantres du jeunisme. C'est pas ce qu'on dit. Une société a besoin de toutes ces catégories sociales, de toutes les tranches d'âge pour pouvoir se gérer de manière harmonieuse. Mais on ne peut pas en avoir que certains et pas d'autres. Pourquoi? Au nom de quoi? Regardez bien la structure de notre leadership actuel. Combien sont issus des monarchies? Il n'y en a quasiment pas. C'est les anciens fils d'agriculteurs, des instituteurs et compagnie, mais ils se comportent comme des monarques. Le Cameroun, c'est leur propriété. Ils font ce qu'ils veulent. Non, ça c'est fini. En tout cas, tant pis pour ceux qui n'ont pas encore compris et qui vont devoir assumer tout simplement les choses. Merci à vous, mes chers amis. On se reparle très très vite. Et alors, juste un petit tour d'horizon. Oui, Gloria qui dit pendant ce temps, une jeune femme accouche d'un enfant camerounais à la cour d'hôpital par manque d'argent. En effet. Et ça n'émeut personne. Hein. Personne ne s'en plaint. Par contre, quand il y a déjà un type nanti qui peut se payer ses soins, on lui paye quand même 100 000 euros de soins à l'hôpital américain de Neuilly. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que bientôt, ça ne va plus être possible. Ben oui, il faudra marcher sur les Camerounais ici pour arriver à l'hôpital américain de Neuilly. Ça ne sera plus possible bientôt. Donc réfléchissons à bâtir un modèle où on sera tous gagnants ou alors tous perdants. Mais il y aura plus certains qui vont continuer à triompher avec une arrogance pendant que les autres sont dans le dénuement. Ça, c'est fini, ça. C'était avant.
D'accord? On tient en respect un peuple avec quoi? Pendant tout ce temps, avec le spectre des armes, d'une armée qu'on va jeter sur le sol. Mais personne n'a le monopole de la violence quand il faut l'exprimer. On a une illustration parfaite au nord-sud-ouest du Cameroun. On a une illustration parfaite avec Boko Haram. Que c'est pas toujours avec la violence qu'on résout tous les problèmes. Donc, allez, soyons malins, soyons intelligents, repartons sur des schémas positifs, reconstruisons la prospérité, le vivre ensemble que nous ont légué les pères fondateurs de notre pays. Ils doivent se retourner dans leur tombe aujourd'hui, tous ceux qui ont payé le prix cher, le sacrifice de leur vie pour que le Cameroun soit une nation où on soit tous ensemble. Ils doivent être particulièrement honteux du résultat que nous avons là aujourd'hui. Voilà. Donc, repensons à la mémoire de ces gens, même si pour nous, ce n'est pas très important, mais repensons à la mémoire de ces gens pour nous faire violence, quoi. Produire notre Cameroun, celui que nos enfants attendent. Parce que c'est ça, c'est ce Cameroun-là qu'on devra leur léguer. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Il y a Gigi Ziad qui nous rejoint aussi sur la fin. Bien parler, à quand la vraie République, la vraie et agréable République, c'est à venir. C'est fini cette histoire où les fils du Cameroun sont obligés de courir à gauche, à droite, dans le monde, se faire humilier. Vous vous rendez compte, vous savez le nombre de jeunes filles camerounaises qui ont été violées sur les chemins de la migration, au désert par des barbares qui leur passaient dessus, les uns à tour de rôle, les uns après les autres, au point où, pour les humilier, qu'on leur mettait de la Kalachnikov dans leur partie intime. Vous savez le nombre de jeunes filles qui ont eu ça? Moi, j'ai connu une jeune fille comme ça, brillante journaliste, qui fut ma stagiaire, il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui complètement traumatisée à vie, parce que sur les chemins de l'exil, voilà, elle a eu droit à ça. D'accord? Et tous ces gens qui sont victimes de ces violences, tous ces gens-là, ils sont en droit de fermer leur cœur. Et tant que leurs cœurs sont fermés, ça va être difficile que les choses marchent pour le Cameroun. C'est pour ça qu'il faut envoyer un autre message aujourd'hui. Ils sont nombreux. Et ceux qui se font spolier, parce qu'ils confient leur argent, leur épargne, à des boîtes qui sont montées avec la complicité de ceux qui dirigent et qui doivent protéger le peuple. Et du jour au lendemain, vous apprenez que non, la banque en question a mis la clé sous le paillasson. Ils sont partis. Et puis, ils n'ont pas le droit, les épargnants n'ont pas le droit de revendiquer leur épargne. Parce que qu'est-ce qui se passe? On leur envoie la police pour venir leur mater. Et donc, vous avez des jeunes qui avaient capital et intérêt réunis un certain montant qu'ils ont déposé là-bas, qui se retrouvent au point zéro. Et il n'y a personne qui leur rembourse leur argent. Ils se retrouvent sur les chemins de l'exil. Certains en meurent. On ne sait même pas, on n'est même pas au courant qu'ils sont morts. Parce que moi, j'ai été dans le désert du Sahara, en Mauritanie. Je sais ce que c'est. Vous mourrez là-bas, votre corps sèche, il est mangé, il est laissé au vautour. Vos pauvres familles qui sont restées au Cameroun, personne n'est au courant de ce qui se passe. On ne se fera jamais votre deuil, votre âme passera son temps à errer. Et on a fait ça pendant des années. Personne ne dit rien. Non, c'est fini. Merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée, mes chers amis, mes frères et sœurs d'Afrique. À bientôt.